et bonjour à tous et bonne année 2026. Alors on se retrouve pour la première vidéo de l'année, incroyable, je l'ai fait avant février. Donc je vais faire un rapide récapitulatif des stats de 2025, les objectifs de 2026. Il y en a un qui est récurrent à chaque année et un petit update lecture de 3 livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Voilà. Et c'est parti. Alors, question statistique. J'ai lu un total de 141 livres cette année pour 55 443 pages, contrairement à 106 livres pour 39 798 pages en 2024. Je lis principalement des romans. Ensuite, j'ai lu plus de comics et de nouvelles cette année. Incroyable. Et il y aura sûrement plus de mangas en 2026. Il y en a eu 2 cette année et c'était les Berserk. Ensuite, en top 3 de genre, je crois que c'est à peu près récurrent sur chaque année, du moins très souvent. Par contre, cette fois, la fantasy a dépassé la romance. Donc ça va être fantasy pour 34 livres, la romance pour 18 et le fantastique pour 16. Voilà, donc c'est juste des petites stats comme ça, des petits chiffres sympathiques. Je suis fière de moi parce que, voilà, pour la première fois, j'ai réussi à dépasser les 50 000 pages lues. Je suis fière et on part en fait, à chaque fois, je suis hyper motivée. Je lis beaucoup, beaucoup en janvier et d'un coup, ça fait boum, boum, boum. Aussi parce qu'à chaque fois, on a plein de choses de prévues, durant l'été, les festivals, tout ça, tout ça. Cette année, c'est déjà reparti, c'est déjà bien reparti. Je suis actuellement à 8 livres lus, voilà. On est le 14 janvier, tout va bien, merci les livres audio. Donc en 2026, ce que j'aimerais faire, c'est lire plus de romans en anglais. Oui, encore, c'est ce que j'ai de récurrent chaque année. Là, j'aurais éventuellement voulu en lire un par mois, mais je sais que ça va pas être faisable parce qu'à chaque fois j'en lis un dans l'année. Donc on va se dire un roman anglais tous les 2 mois et un petit roman, parce qu'à chaque fois je suis là, oui, je veux lire des gros Stephen King, je vais lire le dernier de Joe Hill, mais à chaque fois c'est des pavasses. On va se concentrer sur des plus petits romans et essayer de tenir le choc. Parce que parfois, faut attendre que les romans soient traduits, et des fois ils ne sont jamais traduits. Maintenant, les suites encore, c'est traduit assez rapidement, mais j'aimerais bien lire la plume même de l'auteur quand c'est possible. Donc, on va essayer de travailler là-dessus cette année. Et si je m'en tiens, disons que, vas-y, je vais me faire un petit objectif. Si d'ici le mois d'août, j'ai lu 3 livres anglais, je me fais un cadeau à moi-même, voilà, tout ça pour se faire des cadeaux. Je m'offre la collection de L'Épouvanteur en anglais. Donc voilà, comme ça je pourrais les relire en anglais, ça serait encore plus incroyable. Voilà. Hem, 2e objectif, ça serait de terminer et me mettre à jour dans mes sagas. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec, vous verrez la pile à lire et l'update, enfin non, juste la pile à lire, j'ai pas mis dans l'update lecture cette fois-ci. Hem j'ai 2-3 sagas qui devraient avancer rien qu'en janvier-février, je suis contente. Et que je me dis surtout que si la saga, j'ai pas envie de la continuer, poup, ça jarte. Parce que comme vous pouvez le voir derrière, il y a plus grand chose en livre, hein, c'est assez vide parce que normalement on déménage bientôt, j'y crois. Et du coup j'ai rangé une bonne partie de ma bibliothèque. Et là c'est tous les livres dont je vais me débarrasser. C'est important, enfin juste cet étage-là. Mais voilà, ça c'est sur mon Vinted bien sûr, à 5 € le livre, hein. Profitez, profitez, c'est donné. Enfin, il y en a qui essaient quand même de négocier, un hardback, anglais, signé avec Jaspage que je mets à 5 €, mais bon bref, c'est un autre débat. Je vais essayer, non, je vais le faire, je vais pas essayer, je vais le faire. Me donne une règle cette année, c'est de ne pas acheter de romans avant de tomber à maximum 10 romans dans ma pile à lire. Sachant que quand j'achète un intégral, j'ajoute chaque tome dans la pile à lire. J'ai acheté
3 intégrales, 2 intégrales, heu, récemment. Voilà, ça faisait quelque temps que j'avais pas acheté de livres, du coup j'avais un peu craqué mon slip et j'avais acheté quelques livres. Voilà. Bon après, craquer mon slip, en comptant les intégrales, j'étais à 12, 13 livres avec ce que j'ai déjà lu en début de mois, donc ça va. Et j'aimerais aussi, développer, mon activité de couture pour les accessoires de lecture. Donc ça, bah, ça va être, une fois qu'on sera, positionné sur notre futur logement. Comme ça sera plus simple aussi d'avoir mon propre espace pour travailler, ce sera beaucoup plus facile et surtout, il faut que je répare ma machine à coudre. Donc ça, c'est encore un autre débat, un autre souci. Voilà, des objectifs normalement tenables, et qui font que j'achèterai moins, mais mieux. Merci les e-books. Ensuite, donc pile à lire du mois de janvier-février. Donc je me suis fait une petite pile de, 6-7 livres. Donc je voulais lire, je sais pas dans quel sens, commencer. Je voulais lire, Si les chats pouvaient parler, de Pierre Giorgio Polixi aux éditions, Gallmeister. Donc c'est un roman policier, c'est le tome 2 où on va suivre un enquêteur qu'on a déjà suivi auparavant. Je vous en parlerai plus tard. Voilà, c'est juste rapidement. Les oubliés de Lamas, de Florian Soulas aux éditions Pocket, qui est un roman de science-fiction, tout petit bien sûr. On adore. Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je sais même pas, c'est un contemporain. C'est un contemporain, on va dire que c'est un contemporain. Voilà. Encore une fois, un très petit livre, bien sûr, bien sûr. J'ai un petit problème avec les livres au-dessus de 800 pages dans cette pile à lire. Ensuite, j'aimerais avancer dans ma saga de Keith McCafferty avec la Vénus de Botticelli Creek. Donc ça, c'est le tome 3. 2 ou 3? 2 ou 3, 2 ou 3. Je crois que c'est le tome 3. Je vous redirai ça le jour où je l'aurai lu, bien sûr. 2019, 2020. Ouais, je pense que c'est le tome 3. De toute façon, c'est pas grave si on les lit en décousu, hein, ça porte aucun problème. J'ai déjà lu au moins le 1 et le 2, et si j'ai lu le 3, c'est dommage parce que ça y est, je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est le 3. Voilà. Ensuite, nous avons L'Empire de l'Aube aux éditions de Saxus de Jay Christophe. Voilà, on va enfin terminer cette trilogie. Bien sûr, ça va être la dépression. J'ai envie, mais j'ai pas envie, parce que c'est une super trilogie, donc ça me fait de la finir. Encore un petit livre, hein, toujours des petits livres, on adore les petits livres. Et ensuite, un livre qui me tente depuis maintenant quelques temps, que je me suis du coup procuré, c'est Alchemist de Stanley Yu aux éditions Ira. Si je dis Ira. Ira, on sait pas. Achète livre. Oui, moi c'est mis achète livre, mais c'est écrit Ira sur le côté, on adore. Voilà, donc encore un petit livre, bien sûr, on adore. D'ailleurs, je vais le poser parce que c'est lourd ce bordel, hein, comme on dit. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'était un policier, si je l'avais déjà dit. Jay Christophe, c'est de la dark fantasy. Et ça, je crois que bah, c'est de la dark fantasy aussi, hein. On sait que la fantasy, c'est le genre, prédominant dans mes lectures, et ça ne changera pas encore cette année. Voici pour les objectifs, les stats et la pile à lire. Et maintenant, le plus intéressant, je l'espère, je vais vous faire une petite revue des 3 romans que j'ai lus. On va commencer avec Si les chats pouvaient parler. Je vais vous faire une petite lecture du... Et le kiff et de l'escalade. Il y en a un qui est heureux d'avoir des cartons. Je vais vous faire une petite lecture du résumé. Voilà, je vais y arriver. C'est difficile le soir en ce moment. Le début d'année n'est pas simple. La librairie de Marzio, je l'ai appelé Marizio, dans ma tête tout le long j'ai lu Marizio, c'est Marzio, hein, je vais y arriver. Marzio Monte Cristo, Les Chats Noirs a été choisi comme librairie flottante pour participer à un événement exclusif. Le célèbre auteur de romans policiers Galeazzo écrira les derniers chapitres de son nouveau roman à bord d'un bateau de croisière qui fera le tour de la Sardaigne.
Marzio n'est pas très enthousiaste, mais pour la librairie, c'est une opportunité à ne pas manquer. Il emmène avec lui l'inspecteur Caruso, futur membre du club de lecture des enquêteurs du mardi, et ses deux mascottes félines, Poirot et Miss Marple. Mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu'un meurtre vient troubler l'idyllique croisière. Personne ne peut quitter le navire et la tension est à son comble. Dans ce deuxième volet des aventures de Marzio Montecristo, le libraire affrontera un meurtrier à l'esprit brillant, convaincu d'avoir commis le crime parfait. Incroyable. Non, en vrai, alors, voilà, à chaud, à froid, comme on veut. Non, c'était plutôt à chaud, je l'ai fini il y a pas longtemps. C'était une très bonne lecture. J'ai eu des doutes sur le meurtrier, enfin l'assassin, voilà. Mais j'étais pas sûre avant la toute fin. J'étais pas du tout certaine avant la toute fin. Je me doutais de quelque chose, mais de la moitié de ce qui se passait, quoi. Voilà. C'était vraiment bien mené. Donc je trouve que celui-là, il est assez différent, du premier tome dans sa mise en place, parce que le premier tome, on arrivait, il y avait un meurtre, et tout du long, il y avait d'autres meurtres qui suivaient. On suivait plutôt des meurtres en série. Bah, un peu comme l'île des âmes, en fait. Le un ressemble beaucoup à l'île des âmes dans la manière d'interpréter l'enquête, alors que celui-là, on arrive, il y a le meurtre directement, première page, et en fait, après, on revient dans le passé, et là, on va suivre tout un dénouement d'histoire, et donc on va alterner entre Marzio et la victime. Et en fait, c'est à peu plus de la moitié du livre que le meurtre a vraiment lieu, donc ça reste un petit moment quand même, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, de pourquoi Marzio il est obligé d'aller ce bateau de croisière. Donc c'était un peu plus calme dans le rythme, on va dire. Mais ça m'a pas déplu, on sent, les intrigues se faire, l'étau se resserrer autour du cou de la victime. Autour de la victime, hein, pas de son cou. Sans pour autant être sûr à 100 de l'identité de l'assassin, car beaucoup de potentiel suspect. Oui, je lis mes notes, pardon. Je voulais pas oublier plein de choses, donc j'ai fait plein de notes pour mes livres. Donc comme nous dit justement Martiaux, quand il parle, de l'auteur décédé, il nous dit que ça fait très, Meurtre sur le Nil, il me semble que c'est d'Agatha Christie, si je dis pas de bêtises, enfin, le film d'Hercule Poirot, quoi. Et franchement, c'est totalement ça. Il s'est un peu réapproprié le thème, vraiment le même genre de: «Putain, tout le monde est suspecté», c'était vraiment chouette. Franchement, on serait cru dans un film, voilà, dans un film d'Hercule Poirot. Donc j'ai adoré, par contre le duo de Marzio avec Fabio, le policier qu'on a déjà suivi, dans le premier tome, qui était en duo avec, la policière dont Marzio est amoureux. Les chats sont évidemment encore présents et ils sont loin d'être inutiles dans l'enquête. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, cette petite touche en mode, bah, il y a les chats, ils sont pas juste décoratifs au final, pas que. Et les caractères des 2 personnages, ça va hyper bien ensemble pour faire vraiment un duo d'enquêteurs en mode le mec un peu bené et le mec intelligent, mais le bené est pas trop con non plus, quoi. Je sais pas comment dire. C'est souvent comme ça au niveau des enquêteurs, il y en a un qui est un peu plus posé, froid et marginal que l'autre, et à chaque fois ça fait un très bon mix. Moi j'accroche, j'adhère. Il y a aussi dans ce roman une critique du monde de l'édition qui est faite, donc il parle des petites librairies indépendantes qui peuvent vivre, mais qui pour la plupart d'entre elles sont en mode survie, donc en fait elles sont obligées de se généraliser, de pas juste, se spécifier comme Martiaux, sur le policier, parce qu'en fait ça peut pas que marcher, parce que, ben, les gens ne lisent pas qu'un genre, et s'ils veulent toucher plus de gens pour pouvoir faire plus de ventes et donc pour pouvoir dégager des salaires, payer les loyers, bah, faut se généraliser. Malheureusement, c'est un peu une obligation, je pense, pour certaines librairies, ça doit pas être simple, mais du coup, il en parle. Hem Et il nous parle aussi, bah, du monde de l'édition dans tout ce qui est un peu fourbe, ce qui peut être falsification de documents, choses comme ça, enfin, ça c'est un peu plus légal, mais c'est des termes plus dans, la loi, pardon, pas, c'est pas légal de falsifier des documents, bien sûr.
Donc c'était intéressant et donc c'est le deuxième roman que j'ai l'occasion de lire, sur le où il y a justement une critique du monde littéraire, récemment j'ai lu Yellowface qui était incroyable et c'est intéressant de voir des auteurs justement qui dénoncent, ce genre de choses. Ils sont là en mode, bah, on se rend un peu compte, même si parfois c'est pas que l'auteur qui est touché, bah, ils se rendent compte également, des difficultés, très instructif. Et hem et voilà, donc c'est vraiment une situation que enfin une situation, une fin, un livre, un dénouement, un plot que j'ai apprécié, donc si vous avez aimé le tome 1, alors vous serez peut-être un peu plus déçus par le rythme entre guillemets «plus lent», mais moi ça m'a pas empêché de dévorer le livre en moins de 2 jours, hein, concrètement, ça s'est lu, tout seul. Voilà. Ensuite, nous allons arriver sur, notre petit roman de SF de Florian Soulas, Les Oubliés de Lamas. Donc celui-là, ça fait depuis 2024 qu'il est dans ma pile à lire. Je l'avais acheté, bah, ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Je l'avais acheté au Grès Imaginaire, salon du livre avec, bien évidemment, petite signature. Ah bah oui, du coup, il va y avoir la date, je suis cake moi. Le 6 avril 2024, bah, ça veut dire qu'il y a bientôt le salon. Je suis contente. Hem, donc je vais vous lire le résumé. L'humanité a colonisé tout le système solaire et veut étendre son exploration au reste de la galaxie. Une planète reste pourtant inatteignable, Jupiter, l'étoile ratée. Au cours des siècles, les vaisseaux ayant échoué à percer ses défenses ont fini par créer un gigantesque nuage de débris. Sur cette ceinture de déchets entourant la planète s'est construit au fil des années Lamas, un bidonville flottant. Fraîchement débarquée sur celui-ci, Kat a très vite intégré une équipe de recycleurs. Mais sérieuse et solitaire, la jeune femme détonne au milieu de ceux qui sont venus se faire oublier de la justice galactique et qui ont fini par ne plus répartir de cet enfer flottant. Elle poursuit un but précis, intégrer le circuit des courses de vaisseaux illégales pour retrouver son frère jumeau disparu. Alors en vrai, de base, je l'avais acheté sans vraiment avoir lu la quatrième de couverture parce que Floriane Soulas, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est une autrice qui marche à chaque fois. Le roman que j'ai le moins apprécié, pas que je n'ai pas aimé, que j'ai le moins apprécié de l'autrice, c'était Les Noces de la Renarde, parce que c'était très lent, très contemplatif, mais c'était beau, hein, c'était bien écrit. Et mon préféré jusqu'à maintenant, c'est Rouille. Je pense que c'est toujours mon préféré parce que j'ai vraiment beaucoup accroché, c'est le premier roman auquel j'ai vraiment accroché avec l'autrice. Mais Les Oubliés de la Masse, franchement, c'était, super chouette. Donc on va suivre une ex-scientifique très forte dans son domaine, Kat, alias Ekaterina, sur l'étendue de la masse. Donc elle est à la recherche de son frère jumeau, Pavel, car elle est persuadée que ce dernier est en danger, elle a un lien avec lui qui fait qu'elle ressent quand il est pas bien, etc. Et ça fait quelque temps qu'elle sent que ça tire un peu. Donc la masse, il est comparé à une décharge géante, tout ce que les planètes ne désirent plus, il les dépose ici où Jupiter recrache des déchets, et ça s'englobe, ça s'accumule, et du coup ça se pose sur la masse. C'est donc un amas de vaisseaux et d'autres choses qui forment, cette décharge. On découvre donc Kat, en tant que recycleuse, donc elle fait partie de l'équipage du vaisseau de la Pieuvre. Donc ils font des sorties dans l'espace afin de fouiller des épaves de vaisseaux et de ressortir avec des artefacts ou des choses à vendre, par exemple des seringues de médecine, choses comme ça. Donc ce sera revendu aux enchères. Donc un jour, Kat, elle retrouve un artefact qui va attirer, beaucoup de monde, un petit puzzle en bois, mais en bois en mode c'est ancien, ça date, et ça viendrait d'un fameux vaisseau, le Queen Beryl. Donc c'est un gros vaisseau qui apparemment a réussi ou pas, personne ne sait parce qu'on n'a jamais retrouvé de morceau du vaisseau, à traverser, justement et à passer Jupiter. Donc dans son fort intérieur, elle est persuadée que son frère a suivi cette voie car il était obsédé par cette planète depuis son plus jeune âge. Et le connaissant, elle est en mode: «Bon, c'est bon, il a voulu suivre le Queen Beryl, lui aussi il a traversé, j'en suis sûre». Mais personne n'a jamais réussi cet exploit, du moins personne n'en est jamais revenu.
Donc elle va être aidée par plusieurs personnes dans sa quête, notamment, Jaspe, qui est une jeune femme qui souhaite à tout prix retrouver le Queen Beryl pour des raisons personnelles que je ne dévoilerai pas ici pour ne pas spoiler bien évidemment. Voilà en gros l'intrigue globale, de l'histoire. Donc c'est un roman de science-fiction que j'ai trouvé très bien mené. Les personnages sont hyper bien travaillés, on s'attache à eux très facilement malgré leurs mauvais choix, mauvaises actions. Parce qu'il y a qu'une règle sur la masse, c'est de survivre, donc on peut juger les personnes, mais on se dit: Est-ce qu'à leur place, moi, j'aurais pas fait la même chose?» Donc tout est permis tant qu'on se fait pas prendre. Voilà la règle de la masse. Le rythme est très bon, je me suis pas ennuyée à un seul instant. On sent que l'autrice, elle a mené pas mal de recherches sur le côté scientifique de l'intrigue, parce qu'elle parle de beaucoup de choses très intéressantes. Hem Et on se sent pas perdu, dans tous les rebondissements. Au contraire, ça lance le rythme, en fait, il y a pas de temps mort et même quand elle veut parler un peu de choses scientifiques, c'est hyper intéressant et en fait, elle va nous en parler de manière, au début scientifique, mais à chaque fois, vu qu'elle parle à des personnes qui ne sont pas scientifiques, elle va aussi essayer d'adapter son langage, donc que ce soit pour les autres ou pour nous aussi, je pense, donc c'est joliment écrit. Donc, on passe d'exploration de carcasses de vaisseaux à paris sur des jeux, à recherche scientifique, histoire politique, complot, pot de vin, mort, découverte. C'est un très bon rythme, comme toujours avec Florian Soulas. Et le questionnement qui ressort pour moi de cette lecture, c'est, où commence et se termine l'IA. C'est un gros sujet, sur lequel elle a voulu, mettre un gros point et c'est intéressant de se poser des questions dessus aussi. Et elle les pose, très bien dans le roman. Donc si vous aimez la science-fiction, plutôt côté, alors il y en a beaucoup qui disent: «Non, ce n'est pas du space opéra». Il y en a qui disent: «Oui, c'est du space opéra». Moi, je ne sais pas vraiment comment décrire ça. Je dirais que c'est un très bon roman de science-fiction si vous aimez les courses de vaisseaux, les enjeux politiques, et découvrir différentes races, d'êtres vivants, bah, allez-y. Et là et là on s'attaque à quoi? On s'attaque à un livre, à un petit monument dans son genre, ce petit livre, enfin petit livre. Hem et quelquefois, j'ai comme une grande idée de Ken Kesey aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, c'était lourd, au secours. Donc c'était, une grosse lecture, on va pas se mentir, hein, 896 pages sans chapitre. Il a fallu, s'adapter. Je vais vous dire comment, hein, j'ai triché. Je vais d'abord vous lire le résumé. Donc c'est un roman qui date de 1964. Alors que la grève installée à Wakanda étrangle cette petite ville forestière de l'Oregon, un clan de bûcherons, les Stampers, brave l'autorité du syndicat, la vindicte populaire et la violence d'une nature à la beauté sans limite. Mené par Henry, le patriarche incontrôlable, et son fils, l'indestructible Hank, les Stampers serrent les rangs. Mais c'est sans compter sur le retour après des années d'absence de Lee, le cadet introverti est toujours plongé dans les livres dont le seul dessein est d'assouvir une vengeance. Tin tin tin. Alors, donc c'était une lecture très fastidieuse, donc je l'ai écoutée en audio. Ça m'a beaucoup aidé. Le narrateur a fait un super boulot et ça a rendu le roman, du moins pour moi, plus accessible et plus simple à suivre. Je m'explique. Ici, on va suivre le plus gros roman de l'auteur, je crois, donc c'est une histoire familiale bordée de beaucoup de critiques sur la société, des années 60 du coup, mais qui sont encore, je trouve, pas mal, d'actualité pour certains. Donc il va faire, opposition tout au long du roman, entre Hank et Lee, donc entre le grand frère et le petit frère. Donc en fait, Hank et Lee, ça va être l'opposition d'un homme fort, d'un homme instruit, d'un homme aimé des femmes, d'un homme traumatisé, par ces dernières dans une partie de sa vie, je trouve en tout cas. Un homme vivant dans un chalet au fond d'une forêt sur les abords d'une rivière contre un homme qui a vécu en ville. Un homme de forte constitution contre un jeune garçon de faible constitution à un moment dans l'histoire, donc c'est bien appuyé là-dessus, c'est pour ça qu'il y a
une séparation, un homme éduqué par son père, un homme éduqué par sa mère, etc. La phrase emblématique, de la famille Spencer et qui pour moi va faire couler, cette dernière, c'est: «Ne jamais céder». Et Hank, il incarne très bien cette citation. C'est un homme obstiné qui refuse la compassion d'autrui et du coup, on peut se dire qu'on peut d'un côté l'admirer pour sa force mentale, mais d'un côté, on peut le juger aussi sur sa grosse forme d'égoïsme qui en ressort. En fait, à chaque fois, l'auteur, il prend pas parti et à chaque fois, il nous montre, les il est en mode: «C'est ça, mais ça peut aussi être ça», donc c'était hyper intéressant comme lecture à ce niveau-là. Donc il reste, debout et fidèle donc à la phrase emblématique de la famille, hein, qui était d'ailleurs un tableau affiché, vraiment dans la chambre de l'enfant. Son but, c'est de ne montrer aucune faiblesse. Mais autour de lui, sa famille, elle est brisée, les liens humains, ils se détruisent de plus en plus tout au long de l'histoire et la victoire, au final, elle a un goût vachement fade pour lui à la fin, du récit. Enfin la victoire. Ce qui peut potentiellement ou non appeler une victoire, ça va dépendre de ce que nous on en pense. Ellie, c'est un homme intelligent, sensible, critique, mais incapable d'agir comme Hank, d'avoir, cette sûreté, de s en mode je suis vraiment sûre à 100 de moi, j'y vais, comme ça, front dedans, non, il va pas être comme ça. Il comprend enfin qui est son frère, qui il est et pourquoi il ne pourra jamais être comme ce dernier. Et cette révélation, elle arrive trop tard, il accepte donc douloureusement, la fin du roman. Donc pour moi, les personnages, ils sont prisonniers de leur caractère et ça va les mener à leur chute, en fait, ce caractère-là. Donc on vit dans une immersion, assez inédite parce que enfin, pour moi, parce qu'en fait, dans le roman, on va changer de point de vue en plein paragraphe, de phrase en phrase, que ce soit de point de vue de personnages, différents. Par exemple, à un moment, il va nous dire une phrase à l'oral et juste après, elle va être en italique en mode, c'est sa conscience qui parle. Et la psychologie, elle est énormément travaillée dans ce roman et c'est super intéressant, à lire ou à écouter. Donc l'homme, il est au cœur de la nature et il se bat contre cette dernière. Donc il y a vraiment tout le côté vraiment un peu nature writing, dans ce roman, je trouve. Parce qu'on nous dit dès le début que la rivière, elle s'étend chaque année. Son lit s'agrandit chaque année. Ah, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, faire des bâches, faire des ponts, chaque année la rivière, elle prend le dessus, elle ne s'arrête jamais. Hem Et les bûcherons, ben, du coup, ils sont dans la nature, ils coupent le bois, mais pas sans danger. Et on va voir dans un certain passage du livre, justement, qui est assez violent et qui m'a profondément, touchée, profondément traumatisée, pour pas dire, mais bah, vous verrez, hein, là, Hank va nous montrer, à quel point il essaye d'être stable, de pas montrer ses sentiments, mais on sent qu'il est pas loin de craquer non plus. C'est vraiment, hyper, bien mené comme roman. On va vraiment avoir 2 grosses forces qui vont s'affronter, mais qui aucune ne va céder et en fait, on les voit tous se battre, alors qu'au final, ben, la nature, elle continue son chemin et elle s'en fout en fait, c'est un peu ce qu'on nous dit à la fin, quoi, bah, vous voyez, les gens, ils se sont battus, ils ont passé leur vie à s'en vouloir, à vouloir faire ça et au final, ben, la nature, la rivière, elle continue de monter, le bois, il faut toujours continuer de le couper, enfin, c'est au final, ça pour mener à quoi? Donc en conclusion de cette lecture, il y a des questions globales qui sont posées sans de réelles réponses. La forme du roman, pour moi, elle est très audacieuse. Mais ça marche très bien aussi. Une histoire qui est passée, qui est assez localisée dans le roman, au final, bah, c'est aussi une critique globale, heu, des relations humaines. Donc il y a pas de message clair dans le roman. Il va pas dire: «L'individu a raison, le groupe a tort» ou «Le groupe a raison, l'individu a tort». Ça va être à nous de réfléchir et de se poser les questions: «Est-ce qu'il y en a vraiment un qui a tort? Est-ce qu'il y en a vraiment un qui n'a pas tort?» Et voilà, c'est la conclusion de Kinkisy, enfin ma conclusion sur ma lecture de Kinkisy. Sincèrement, si vous aimez le contemporain, si vous aimez les romans avec des histoires familiales,
Si vous voulez découvrir quelque chose d'assez original en termes de narration, ben, faut se lancer. Alors oui, ça fait peur, hein, pas de chapitre, tout ça. Alors j'avoue que ça fait un peu peur, mais en vrai, ça vaut largement le détour. Et si jamais, il est en livre audio et ça passe super bien. Voilà, moi j'avais lu 2 passages du livre qui m'avaient un peu marquée, je voulais vous les lire avant de terminer cette vidéo. En fait, ils vont parler, d'un homme qui va se laisser noyer et d'animaux qui se laissent noyer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils sont en train de chasser, ils se disent: «Oui, mais les animaux aussi peuvent être dans une détresse totale. Ah mais non, bah, pourquoi alors qu'un pochetron qui est complètement ivre peut être dans une réflexion, pourquoi pas un animal?» Voilà. Donc là, alors, il doit bien avoir l'intention de se noyer, que ce soit un renard, un cerf ou un pochetron déprimé. Peut-être bien, mais regarde un peu, ça marche pour le pochetron, mais un vieux renard, qu'est-ce que ça peut bien le déprimer pour le pousser? Qu'est-ce qui peut bien le déprimer pour le pousser à casser sa pipe? La même chose, et l'abîme d'idiotie au fond duquel je m'étais laissé couler depuis mon départ de la côte Est. Tu ne crois pas qu'une pauvre bête a la capacité de reconnaître le même monde cruel qu'un ivrogne? Tu ne crois donc pas que ce renard, là en bas, veut échapper au même démon que le pochetron? Non mais écoute un peu les démons de ce pauvre renard. Je trouvais ça hyper intéressant de justement de faire l'amalgame, si un vieux pochetron, il peut être déprimé, pourquoi pas un animal? Parce que le vieux pochetron, au final, est-ce qu'il réfléchit vraiment? Et l'animal, est-ce qu'il peut pas se rendre compte aussi bien qu'un vieux pochetron? C'était intéressant. Et là, ça parlait justement de la force donc d'une chose que l'un d'eux a, que l'autre n'a pas. Du moins, c'est ce qu'ils se disent. Mais, je vais y arriver. Mais si la vraie force n'existe pas? Je me rappelle avoir pensé en tout dernier ce jour-là, avant de finir par m'évanouir pour de bon. Alors la faiblesse, elle, ne fait pas l'ombre d'un doute. La faiblesse est vraie et bien réelle. Dans le temps, j'accusais toujours le gamin de faire semblant d'être faible. Mais pour faire semblant d'être faible, il faut l'être. Car si on est fort, on n'a pas la faiblesse de simuler. Non, personne ne peut jamais faire semblant d'être faible. Tu peux seulement faire semblant d'être fort. À méditer. À méditer. Voilà, donc c'était une très très bonne lecture. Enfin, les 3 romans, c'était vraiment des très bonnes lectures, donc ça lance très bien 2026. Et je vais donc vous laisser là-dessus. Donc je pense que la vidéo sortira demain soir, car dès à présent, je vais aller commencer Alchemized de Celio, parce que ça fait bien trop longtemps qu'il me nargue. Donc je vous souhaite un bon début d'année, des bonnes lectures, des très très bonnes lectures et une très bonne soirée.